Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April et aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo pour vous parler de l'anxiété dans l'autisme. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de cadre pour voilà, que ce soit plus agréable et plus lumineux, donc peut-être que je garderai ce cadre désormais. Alors la question de l'anxiété, donc c'est pas une sinécure, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur l'anxiété, c'est peut-être pas la seule vidéo que je ferai sur le sujet, et c'est pas non plus un sujet très joyeux, donc bon, c'est sûr, mais il faut en parler quand même parce que évidemment que anxiété et autisme sont liés, voilà, ils sont jumeaux presque, parce que quand on vit dans un monde qui n'est pas adapté à qui nous sommes, forcément qu'on est fragilisé dès le départ et qu'on est anxieux, que ça crée de l'anxiété. Donc déjà, c'est très important de comprendre que l'anxiété est la conséquence en fait de ça et que ce n'est pas la cause de notre mal-être. Comme parfois, quand on commence à pas aller bien et à aller voir un peu les professionnels, ils vont avoir tendance à interpréter, à dire ah ben si vous êtes mal, c'est parce que vous êtes anxieux, c'est parce que vous êtes dépressif. Non, la dépression, elle est consécutive de notre fonctionnement voilà, bien particulier. Et ça, c'est important de le comprendre. Voilà, première chose. Alors, l'anxiété, si on commence depuis la petite enfance, voire la naissance, eh bien déjà, le fait de naître dans un monde qui n'a pas le même référentiel que nous, forcément que ça crée de l'anxiété même chez le petit enfant. Moi je me dis un petit enfant autiste ou neuroatypique pardon, qui naît dans un monde avec ses perceptions très fines, avec son hypersensibilité, son hypersensorialité, forcément qu'il va être angoissé, ce petit enfant peut-être qu'il va pleurer, il va avoir des réactions assez fortes à l'image de ce qu'il ressent et il va sentir surtout avec beaucoup d'intensité hein, les dangers qui l'entourent. Le monde va lui sembler dangereux, peut-être plus dangereux qu'un autre enfant, parce qu'il va ressentir, voilà, il a cette capacité de ressentir avec force bah, voilà, ce qui l'entoure, et donc forcément, il va être plus expressif, plus, voilà, plus anxieux, etc., qu'un enfant neurotypique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on va grandir, etc., on va rencontrer d'autres personnes et comme ces personnes ne correspondent pas toujours, bon, dans la plupart du temps c'est le cas, à notre fonctionnement, eh bien là encore ça va créer de l'anxiété parce que le fait qu'on n'arrive pas à s'identifier chez l'autre, vous savez, l'autre est un miroir et on a besoin de l'autre, de ce miroir pour construire notre identité. On a besoin de l'altérité pour savoir qui nous sommes. L'autre nous renvoie à qui nous sommes en fait, enfin la plupart du temps. Hein. On dit souvent que quand on accuse l'autre, en fait, c'est soi-même qu'on accuse. Voilà, c'est ce qu'on dit. Eh bien, dans l'autisme, pour une personne autiste, ça va pas être totalement le cas, puisque en fait, l'autre nous renvoie à un miroir déformant, un miroir qui ne correspond pas par essence à qui nous sommes. Et l'autre, en fait, il va aussi nous renvoyer ce miroir, malgré lui, en faisant peut-être état en soulignant en fait que nos réactions elles sont trop elles sont excessives il aura du mal à comprendre en fait et donc il va mal interpréter qui nous sommes et il va mal comprendre voilà et du coup ça va nous en fait nous ça va nous pousser à en fait nous plaquer sur son fonctionnement à lui pour correspondre en fait à ce que lui il ressent, à ce que lui il pense. Et malheureusement, bon, c'est dramatique parce que ça crée du coup cette dissonance cognitive hein, dont j'ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire cet état de dissociation, enfin pas de dissociation mais de dédoublement. Hein, j'ai souvent dit que les Asperger c'était des agents doubles parce qu'en fait il y a une différence entre ce que nous sommes et ce que nous montrons aux autres, ce que nous pensons et ce que nous devons penser, ce que nous ressentons et ce que nous devons ressentir. Il y a une forme de consensus en fait derrière les émotions, des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas. Donc ça c'est la norme. Et bien sûr l'enfant autiste dans toute sa spontanéité, dans son émotionnel, etc. Il va totalement détonner par rapport à cette norme. Et donc il va être hop là, il va être remis sur le droit chemin et en fait ça va l'enfermer. Donc c'est ça la conséquence, c'est qu'on va être enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. Et là encore, le fait d'être enfermé, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, le fait de ne pas pouvoir se reconnaître chez l'autre et de ne pas être pris au sérieux dans son ressenti, c'est très anxiogène. Et puis ça crée, ça fragilise en fait la structure, notre structure identitaire. Donc c'est très dommageable malheureusement. Voilà, alors en fait ce fonctionnement bien normé qu'on a tous, je pense, tenté d'avoir pour survivre,
c'est un mécanisme de défense, hein, c'est pour se protéger, c'est pour se sécuriser. Mais bon, c'est triste d'en arriver là. Et quand on commence à se reconnaître vraiment, quand on commence à s'identifier dans son fonctionnement ou bien à se faire diagnostiquer, voilà, et à ce que son fonctionnement soit reconnu, eh bien, l'effet pervers de ça, c'est que c'est très difficile de retrouver sa première peau, de retrouver la juste mesure de qui nous sommes. Parce qu'on a tellement appris à s'éteindre, à ne pas écouter, parce qu'on nous disait que c'était pas vrai, qu'on exagérait, que ci, que ça, que quand il s'agit de se retrouver avec soi-même, et bah, c'est très dur je trouve, de savoir poser les bonnes limites, de savoir ce qui nous fatigue, ce dont on a besoin, où sont les limites, voilà, c'est très difficile pour nous. Et c'est pas du tout naturel, donc c'est toute une mécanique intellectuelle à avoir, enfin intellectuelle ou plus dans le ressenti, de se dire alors là, attention, est-ce que j'en fais pas trop, est-ce que je outrepasse pas mes limites, est-ce que par rapport à mon fonctionnement, c'est pas un peu trop ce que je fais, ce qu'on me demande de faire, voilà. Donc c'est tout un travail de réappropriation de soi, de retrouver cette première peau, d'enlever toutes les couches là qu'on a mis parce que je pense qu'il y a un certain, ils sont très forts pour tenir comme ça des années et c'est assez impressionnant, je pense, la façon dont on peut bah, voilà, tenir comme ça sur le long terme et complètement s'éteindre. Et ça me rend aussi un peu triste hein, de me dire, moi je me suis rencontrée à 28 ans, mais bon, ça me rend un peu triste aussi de me dire que pendant 28 ans, j'étais pas là, j'étais pas avec moi-même. Forcément, c'est un peu difficile à entendre, quoi. Donc voilà par rapport à cette anxiété. Alors j'ai un autre point, c'est par rapport à l'émotionnel, enfin le lien entre les émotions et le corps, et notamment la conséquence c'est la somatisation, parce que moi j'ai beaucoup somatisé, hein, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et alors je me suis un peu demandé, mais bon plus précisément, parce que je me pose beaucoup de questions, comment ça se fait, comment ça fonctionne tout ça chez moi et tout au niveau des émotions. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'émotions, mais pourtant, je gère pas toujours très bien et j'ai pas toujours, je comprends pas toujours très bien. Alors, comment ça se fait tout ça? Alors, j'ai l'impression que quand il s'agit d'une compréhension émotionnelle un peu instinctive et intuitive qui passe par une espèce de je ressens ce que l'autre ressent, donc une espèce de j'éponge totalement l'autre et je ressens l'émotion de l'autre en fait comme si c'était la mienne. Donc ça c'est facile. Par contre, quand il s'agit de comprendre avec ma tête ce que mon corps ou mon cœur ressent, ça c'est pas toujours facile. Alors ça dépend, mais voilà, il y a une différence, je trouve. C'est pas toujours facile parce que en fait, le corps et la tête sont un peu ne fonctionnent pas en même temps. J'ai l'impression que c'est un peu coupé en fait. Le corps et la tête, c'est pas fluide. Et voilà, normalement, on est fatigué, on le ressent et donc on s'arrête. Normalement, on est triste, on le ressent, du coup, on prend un peu soin de soi, on est un peu plus au ralenti. Et voilà, on s'adapte. Mais nous, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression que je n'arrive pas à détecter les premiers signaux que m'envoie soit mon cœur, soit mon corps, voilà, pour me dire attention, là tu es triste, donc ne fais pas ça. Ou alors attention, là tu es trop fatigué, si tu fais ça, tu vas t'épuiser. Voilà, donc c'est difficile. En fait, j'ai du mal à induire de mon ressenti une émotion, enfin de sensation ou de ressenti une émotion. Voilà, les choses sont pas claires pour moi, j'ai l'impression. Et là encore, ça crée de l'anxiété parce que voilà, le fait que ce soit jamais clair, que parfois je le comprenne mais en décalé, c'est pas très sécurisant pour moi. Et pour ça j'ai un truc infaillible, un baromètre idéal pour me cerner un petit peu au niveau du ressenti, tout ça, c'est un cours de sport. Alors moi je fais de la danse, donc notamment quand j'arrive pour mon cours de danse, bon pas en ce moment malheureusement, mais avant c'était le cas, je savais tout de suite si j'étais vraiment en forme ou pas. Donc si je sentais en fait, parce que je me remettais dans mon corps, voilà c'est ça. Et donc quand je commençais à danser, je sentais tout de suite si j'étais très fatiguée ou pas. Parfois j'avais l'impression que j'étais épuisée, vraiment j'en pouvais plus. Puis en fait j'arrivais pendant le cours de danse et j'allais super bien et donc en fait c'était que dans ma tête. C'était une pensée, c'était pas un ressenti. Il y a ça aussi, c'est faire la différence entre une pensée et un ressenti. Voilà, à l'inverse, parfois je pouvais être très fatiguée nerveusement et puis en fait avec le cours de danse je comprenais que c'était juste nerveux et qu'il me suffisait juste de me défouler un bon coup pour que ça passe et que ça aille mieux. Voilà, donc revenir dans son corps, revenir dans ses sensations, c'est compliqué. Et alors pourquoi on somatise autant? Enfin,
peut-être pas vous, mais moi, pourquoi je somatise autant? Enfin, j'ai somatisé, là ça va mieux, ces dernières années, parce que je pense que le corps, comme on n'arrive pas à identifier à temps nos ressentis, il prend tout seul. Le corps, il parle tout seul. Voilà, il est là et il exprime tout ce que nous, on n'arrive pas à exprimer autrement. On n'arrive pas non plus à exprimer au niveau verbal ou au niveau mental, peut-être. On n'arrive pas à se représenter. On n'arrive pas, je dirais pas qu'on n'a pas les mots, parce que moi j'ai les mots, je veux dire clairement, je peux communiquer sur mes émotions, je pense, mais c'est qu'on n'a pas la connaissance, en fait, cognitive, enfin je sais pas, on n'a pas la connaissance de notre ressenti. C'est pas connecté, voilà, c'est ce que je disais, c'est la tête et le corps est coupé. Je fais comme ça, c'est la guillotine. Et donc, on n'a pas la connaissance de notre ressenti, mais le ressenti, il est là. Et puis en plus, bon, je sais pas vous, mais moi, je suis hyper sensible, très émotive, tout ça. Donc imaginez, j'ai pas accès à toutes les émotions que je me prends dans la figure toute la journée, mais mon corps, lui, il le ressent et donc il garde tout. Et forcément qu'à un moment, ça explose en fait, ça déborde. Et ça crée la somatisation. Voilà, c'est une sorte de mécanisme de régulation que mon corps aurait trouvé pour me dire stop, arrête, tu vas te calmer un peu. Donc voilà, c'est d'où les maux de dos et autres problèmes liés au stress. Voilà, je pense que c'est vraiment intéressant de parler des émotions parce que voilà, on est enfermé à l'intérieur de nous-mêmes aussi, pas seulement parce que les autres nous enferment, pas seulement parce que soi-même on s'éteint pour survivre, mais aussi parce qu'on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. J'ai une émotion, mais d'où elle vient et pourquoi. Et en fait, moi je me rends compte que parfois je vais beaucoup parler de mes sensations physiques et je vais pas me rendre compte qu'en fait je suis en train de parler de ce que je ressens. C'est-à-dire que je vais être beaucoup dans l'exploitation du corps, je vais beaucoup parler de symptômes, tout ça. Et en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est ce que je ressens. Voilà. Mais parce que j'arrive pas à faire les liens. Et d'ailleurs, dans ce que j'écris là dernièrement, ça m'a sauté aux yeux, parce que j'écris de nouveaux textes, et je décris tout le temps mes personnages d'histoire à travers leur corps. C'est-à-dire que même dans mes textes, même dans la fiction, plutôt que de dire machine ou machin, il est triste ou joyeux, et ben je vais tout de suite passer par le corps. C'est le corps qui va s'exprimer en premier. Il va avoir le rouge va lui monter aux yeux, le rouge va lui monter aux joues et les yeux vont commencer à s'embuer de larmes et sa lèvre va commencer à trembler et là on va comprendre qu'en fait il est en panique. Voilà. Mais je vais pas du tout. Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant parce que le corps c'est vraiment une véritable grille de lecture pour nous, mais on n'arrive pas à avoir accès à sa grille de lecture. C'est très frustrant. De même que nos émotions, on a énormément d'émotions, je crois. Ça peut arriver qu'il y ait des gens autistes qui aient du mal à parler de leurs émotions ou à les partager, je crois. C'est pas pareil. Mais pour ceux qui n'ont pas de mal à les partager, encore faudrait-il les connaître, réussir à les identifier. Et voilà, donc c'est un peu, on est un peu là en mode cocotte minute et ne pas réussir à se sonder, donc c'est très angoissant. Et du coup aussi, comme on n'a pas trop de recul sur nos émotions, ça nous fait parfois accepter des situations qui sont pas du tout acceptables en fait, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, à, à temps nos signaux d'alerte dans notre corps, et on les comprend plus tard, on les comprend jamais, je sais pas. Et voilà, et du coup, là encore, c'est pas évident au niveau bien-être. Voilà, alors ça c'était pour l'anxiété dans les émotions. Et pour finir, et c'est un vaste domaine, l'anxiété dans la communication. Alors là, parce que dernièrement, je me suis rendu compte de certaines choses, parce que j'ai eu un regain d'inspiration, et donc je pensais à la communication, et j'ai essayé de comprendre en quoi c'est compliqué pour moi de communiquer. Alors on a beaucoup dit que les autistes, les personnes autistes ont des problèmes de communication, qu'elles ont du mal à interpréter le discours de l'autre. Alors oui, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. En fait, ça dépend. Moi, je dirais pas que je suis handicapée dans la communication, par exemple. Je communique très bien. Je dirais que ma communication est différente. Et comme elle est différente, bah, le fait qu'elle soit différente, ça me met effectivement en situation de handicap. Mais ma communication est très claire. Enfin voilà, bon. Alors, est-ce que c'est un handicap de tout comprendre au sens littéral? Moi, je comprends souvent au sens littéral. Alors, avec l'expérience, avec les années, je m'aguerris et j'arrive quand même plus ou moins à cerner le second degré, quand il y a de l'ironie. Mais de là à faire la nuance entre une petite taquinerie gentille, de l'ironie et de l'ironie plus méchante, et carrément une attaque verbale,
j'en suis pas encore là. Donc c'est pour ça que parfois je me fais un petit peu avoir ou alors je m'énerve alors que c'était pas du tout méchant. Voilà. Bon, est-ce que ça c'est un handicap? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est difficile dans la communication, pour moi en tout cas, je parle pour moi, de tout voir, de tout comprendre dans un contexte donné, c'est-à-dire à la fois ce que l'autre me dit et ce que son corps me dit, ce qui est différent, donc le langage verbal et le langage non verbal, et tout ça pris dans un environnement donné, très sonore, très, je sais pas, visuel et tout, avec peut-être moi qui suis un peu fatiguée parce qu'il s'est passé ça avant, et donc pris dans le temps, pris dans l'espace. Et si en plus il y a d'autres personnes dans la pièce, que moi je suis aussi très sensible à ce que les autres me renvoient en fait, enfin, plus il y a de personnes et plus je vais avoir plein d'informations à gérer et plus ça va être difficile pour moi. Donc voilà, donc tout ça effectivement c'est compliqué et c'est anxiogène. Oui, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, c'est aussi que dans le discours, il y a en fait dans le discours en soi, donc plus par rapport à toutes ces informations à prendre en compte, les mots en fait qu'utilise l'autre, effectivement moi ça m'angoisse parce que j'ai tendance à surinterpréter. Alors on dit souvent que les personnes autistes, elles ont du mal à interpréter le discours. Ah, donc moi je dirais plus qu'elles ont enfin moi j'ai du mal à voir tout dans son ensemble. Et donc oui je reviens sur le langage non verbal. Parfois une personne va me parler avec une voix super gentille, mais en fait elle va m'insulter. Et ben je vais pas le voir, enfin je vais pas le comprendre ou pas tout de suite. Vous voyez? À l'inverse, une personne qui va avoir alors une façon très dure de s'adresser à moi, mais en réalité elle est tout à fait bien intentionnée et tout, pure dans ses intentions, bah je vais au contraire je vais un peu me braquer. Donc c'est aussi dans l'interprétation de ce que l'autre me renvoie. Parfois j'ai mal interprété des signaux et c'est vrai que moi j'ai vraiment besoin de beaucoup de bienveillance. Donc c'est-à-dire que non seulement on soit clair, mais pas forcément en fait. Euh, Tant que la personne elle est totalement bienveillante et qu'elle s'adapte et tout, même si parfois elle n'est pas toujours claire, c'est pas grave. Par contre une personne qui est très claire mais qui est très froide, qui est très dure et tout, moi ça va vraiment un peu me déstabiliser et presque me faire de la peine. Ça va jusque-là. Donc voilà pour le langage non verbal. Et donc j'ai commencé à parler du discours, oui. En fait, moi je surinterprète, mais c'est de la folie. Quelqu'un me dit une phrase, et sur le moment je vais pas tilter, et 2 heures après, c'est parti. Rumination intense pendant 4 heures. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais s'il a dit ça, est-ce que ça voulait pas dire ça? Mais alors il pense ça, oh mon Dieu. Et je vais me monter la tête toute seule et ça va très très loin. Et j'ai l'impression que ça, c'est un problème qu'on a, enfin que j'ai, mais que c'est aussi lié à mon fonctionnement, donc j'en parle. Ça crée évidemment beaucoup d'anxiété, donc j'en parle ici, parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de clarté. Première chose, que tout soit clair, très très clair. Et aussi que tout soit figé dans le marbre. C'est-à-dire qu'il a dit ça, ça veut dire qu'il pense ça, et c'est tout. Et ça ne change pas. Et voilà, et c'est pas possible bien sûr, n'est-ce pas? Donc tout ça c'est très fatigant, c'est très angoissant et en plus c'est totalement vain parce que on ne peut jamais savoir ce que l'autre a voulu dire, enfin ce que l'autre a pensé en disant ça, vous voyez, ça va jusque là. C'est pas possible en fait. On peut pas rentrer comme ça dans la tête des gens en permanence pour se rassurer soi-même, pour se dire c'est bon, je maîtrise. Parce que c'est un peu ça, hein, derrière cette angoisse enfin, que j'ai, peut-être que vous l'avez aussi, je ne sais pas. Derrière cette angoisse qu'il y a à trop interpréter l'autre, il y a vraiment une volonté de contrôle hein, qui est un petit peu extrême, bien sûr, vous l'aurez noté, de contrôle, de maîtrise d'une situation, de clarification de cette situation. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. C'est la règle. Oui, mais un être humain, c'est pas une règle en fait. Donc un être humain, ça change. Et puis un être humain, parfois, ça a des mauvaises pensées. Mais c'est pas pour autant un psychopathe. Bon, mais moi, parfois, quand je sens que mes amis ont une mauvaise pensée, tout de suite, j'ai très très peur. J'ai l'impression d'être trahie et j'ai l'impression que je pourrais plus faire confiance à cette personne. Je vais y arriver. Alors que c'est même pas le cas. C'est juste que j'ai cru qu'elle avait une mauvaise pensée. Vous voyez? Donc voilà, là, on va très très loin dans la folie, hein, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça que je suis. Alors bien sûr, je travaille sur moi hein, avec le temps. Je sais bien que tout ça est aussi lié à une sorte de traumatisme, voilà, par rapport aux sentiments, peut-être au rejet que j'ai vécu dans le passé, et aussi
que j'ai peur en fait, j'ai peur de me faire avoir, enfin j'ai peur que l'autre ait de mauvaises intentions et du coup j'essaie à tout prix de me protéger, donc je vais vraiment interpréter pour être sûre que l'autre est clean. Mais l'autre n'est jamais clean, l'autre peut évoluer, voilà. Et c'est ce que je voulais dire, c'est il faut vraiment, moi j'essaie vraiment de me dire à quoi bon chercher à tout prix à comprendre, bien sûr ça ne sert à rien. Donc si on se base sur ça pour se sécuriser, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? Bah non, c'est pas utile de savoir parce qu'en fait, ce que l'autre pense ou ressent ou ce qu'il a voulu dire, même si il a voulu vraiment dire faire une grosse crasse et dire vraiment un truc méchant, ça le regarde en fait. Comme j'ai déjà dit, quand il m'insulte, c'est lui qui l'insulte. L'autre est un miroir, donc en fait, s'il a un problème avec moi, c'est pas mon problème, c'est le sien. C'est lui qui crée tout seul des choses et voilà. Mais moi, par contre, moi, j'ai une responsabilité et c'est de ne pas faire de personnes des monstres qui ne sont pas. Donc c'est pas forcément facile. Parfois, je vais trop loin et ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression que je suis un peu immature à toujours croire que l'autre me veut du mal, à être presque parano, hein. Parfois, je peux vraiment être parano. Voilà. Alors, je me soigne, mais voilà, c'est difficile pour moi. Donc la communication anxiogène, oui, parce que trop d'informations, oui, parce que forcément, oui, je comprends pas toujours les sous-entendus, hein. C'est vrai aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a de ça, je comprends pas les implicites. Donc, oui, la communication, on n'a pas la même, clairement, je crois, hein, mais c'est pas pour autant qu'il y a une communication qui est plus forte qu'une autre, qui est plus intéressante, qui est plus valide qu'une autre, c'est juste que après, moi, il y a aussi que j'ai besoin de clarté. Bon, j'ai besoin de bienveillance. J'ai aussi besoin que la personne prenne en compte mon fonctionnement. Et c'est sûr que quand quelqu'un n'est ni bienveillant, ne prend pas du tout en compte qui je suis parce qu'il sait pas, il connaît pas, il s'en fiche, et qu'en plus il a de mauvaises pensées, de mauvaises intentions parfois, alors là c'est psychose. Voilà, c'est psychose de Hitchcock. Donc voilà pour l'anxiété. Et pour finir, un dernier petit point. Donc dans cette anxiété, il y a aussi le besoin de contrôler à tout prix tout. Enfin en tout cas moi c'est ça. Donc dans le discours vous l'aurez compris. Mais aussi dans mon environnement en me créant une routine. Donc c'est ça, hein, c'est la fameuse routine là, dont on parle tout le temps. Mais moi je ne comprenais pas trop la routine. Mais enfin non, moi j'ai pas de routine. Et en fait si, déjà j'ai une routine. Hein, mais ça je voulais pas trop le voir, mais oui je fais des trucs dans l'ordre et c'est assez carré quand même, n'est-ce pas? Mais en plus il y a aussi dans la routine, faut entendre la volonté de contrôle, enfin de clarté et d'un environnement pour se sécuriser en fait. Et donc c'est vrai que la notion par exemple d'horaire, elle est très sécurisante, la notion de, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, euh, bah, qu'il y ait une règle et qu'elle soit claire. Donc la clarté des consignes, là encore, c'est très sécurisant. Enfin, tout ça, voilà, ça fait partie de notre bien-être pour être bien avec nous-mêmes dans notre fonctionnement. Voilà, c'est de la clarté, du contrôle. Et si vous avez trop de contrôle, eh bien, la meilleure façon, c'est de lâcher le contrôle. Mais c'est pas évident, bien sûr. Mais il faut se dire que, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Voilà. Parfois, ça peut vous arriver d'être trop dans le contrôle, mais il faut pas vous en vouloir, vous blasphémer ou quoi, parce qu'il faut vous dire que c'est une sécurité. En fait, c'est un mécanisme de défense, de une, et de deux, en fait, il faut déjà en avoir conscience, c'est déjà un premier pas vers le lâcher prise, je pense. Alors après, de là à lâcher prise, à faire du yoga et de la méditation pendant 4 heures, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, faut travailler sur cette anxiété et se dire, bah l'autre, oui, l'autre est un grand mystère, mais l'autre est aussi un grand mystère pour lui-même, hein, qui sait, alors que bah, nous au moins on essaie quand même de se poser des questions et de comprendre, au moins de comprendre notre fonctionnement. Donc c'est déjà un grand pas. Voilà pour cette vidéo, la nuit va tomber, il fait plus, on voit l'ombre derrière moi. Bon, alors il est temps de nous quitter et je vous souhaite une bonne suite de confinement, encore pour un mois. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ciao, bye bye!